Maître Jonathan Boélé, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Personnellement, nous semblons être bien portants, mais la République va mal parce qu'à l'est de la République, des compatriotes congolais perdent des vies chaque jour. Et en solidarité et par action de cette fibre patriotique, je ne peux pas affirmer que je vais bien ou que je serai bien portant. Donc je vais physiquement au point, mais ma morale ainsi que mon intérieur est dérangé parce que mes frères sont en insécurité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, Edouard Mwanga-Chouchou, ancien du CNDP, de Laurent Kunda, actuellement député national du Nord Kivu, est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et détention de munitions et armes de guerre. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que Mbosso cite nommément tous les députés qui soutiennent les groupes armés d'après son interpellation de 2021? Déjà, il faut dire que ce ne sont pas des choses à encourager de la part de nos élus, parce que nos élus sont censés être le fruit de la représentation nationale. Mais le passé même de ces députés-là nous donne de quoi être beaucoup plus regardant, parce qu'il est passé par un mouvement rebelle, et ce mouvement rebelle a causé désolation et terreur. Voilà pourquoi M. Macron a même souhaité à ce que nous entrions vers la justice transitionnelle pour voir tous ces auteurs de faits infractionnels perpétrés dans notre pays être sanctionnés et frappés par la rigueur de la loi. Mais aussi, il faut rappeler que le responsable de l'appareil étatique de notre pays, pour certains, manque un peu de responsabilité. Vous allez vous souvenir qu'en 2021, M. Mbosso a dit du haut de la tribune de l'Assemblée nationale qu'il y avait des députés qui soutiendraient des groupes armés. Et aujourd'hui, lorsque l'on en prend de l'interpellation de M. Mwanga-Chouchou, nous semblons épouser cette thèse pour dire que oui, effectivement, il y a des députés qui seraient parrains ou qui soutiendraient d'une manière ou d'une autre groupes armés. Donc nous pensons qu'il est grand temps que le procureur pour la Cour de cassation invite à son office et même l'auditeur général des FARDC, M. Mbosso, et même son bureau pour qu'ils viennent prouver par des noms et de personnes qui seraient effectivement dans ces groupes armés. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ces mêmes personnes qui viennent obtenir les suffrages pour être députés sont en même temps le bourreau de cette même population. Mais aussi, il faut déjà dire que lorsque l'on voit l'ossature de la composition de nos élus plutôt aujourd'hui, on a de quoi se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est parce qu'on a été une fois rebelle que l'on doit être gratifié pour être aujourd'hui parlementaire? C'est la plus grande des questions. Et ensuite, on se pose la question, est-ce qu'il faille attendre que la justice arrête elle-même? Pourtant, quelqu'un y a dénoncé il y a plusieurs années, principalement à 2, qu'il existerait des députés qui soutiennent de groupes armés. Là, ce sont toutes des questions pour lesquelles nous devons avoir des réponses. Le 16 avril de l'année 2022, au Parlement, où des députés, je cite, bien qu'après ici, je suis sûr que je vais avoir leurs hommes à mes trousses, les députés Edouard Mwanga-Chouchou et les députés Ndaï Chimie, qui se sont autodisputés la paternité des groupes armés dans notre pays. Et depuis ce jour-là, même pas le bureau de l'Assemblée nationale, même pas les élus ont été voir le procureur général pour demander des comptes. Des comptes sur ce que les députés en question ont produit comme comportement du haut de la tribune des Nations Unies. Plus encore, nous avons des textes, nous avons des rapports. Le plus récent date de 2022, où le Conseil de sécurité a approuvé avec toute sa majorité que nous sommes effectivement agressés par les Rwandais et qu'il existerait des complices tant en interne qu'à l'extérieur du pays. Mais on se pose la question, pourquoi l'on n'actionne pas les mécanismes de répression ou des responsabilités pour ces personnes? Et nous avons soutenu, je venais de le dire tantôt, l'opinion émise par M. Macron, qui dit qu'il est nécessaire que tous ceux qui ont commis de faits infractionnels sur notre pays et qui ont endeuillé la nation puissent répondre de leurs faits. Mais curieusement, la justice transitionnelle n'arrive pas, en dépit du fait qu'il y a des compatriotes qui militent pour cette justice. Je cite le docteur Denis Mukwege. Pour l'unique fois où M. Mukwege a pris la parole du haut de la tribune des Nations Unies, il a demandé qu'on aide la nation, qu'on aide la RDC à rentrer dans ses droits. Ça veut dire à voir ces gens-là qui sont victimes de faits, être responsabilisés devant la justice et les personnes qui en seraient victimes puissent être indemnisées. Mais fort malheureusement, depuis 4 ans maintenant, personne de la gouvernance actuelle ne travaille pour que la justice transitionnelle soit effectivement mise en place. Et je cite le professeur Luzolo Bambi. Lorsqu'il analyse la question de la justice transitionnelle au Congo, il fait 2 propositions. La première, il faille que nous actionnons le mécanisme de la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple.
Pourquoi? Parce que cette Cour africaine aura pour mission d'établir sur les faits pour lesquels la nation congolaise en est victime. Nous avons bénéficié de cette justice-là avec l'affaire Ouganda, RDC, bien qu'aujourd'hui les montants alloués pour indemnité sont revus à la baisse, mais ça a déjà été le cas une fois. Deuxièmement, la possibilité nous est donnée même jusqu'à ce jour de demander du haut de la tribune des Nations Unies la création d'un tribunal ad hoc, qui en principe ne devait nous coûter que 4 milliards de dollars. Avec un budget de 16 milliards, il est très possible, très favorable que nous ayons ce tribunal ad hoc, qui aura pour mission d'inventorier tout ce que nous avons comme rapport des atrocités commises au Congo et de poursuivre les auteurs de ces faits pour vraisemblablement instaurer une réparation équitable pour tous. Mais aujourd'hui, le député Edouard Mwangachouchou, qui est devant la haute cour militaire, va être jugé. Et s'il sera condamné ou pas, ça nous ne savons pas, nous laissons la première à la justice. Mais beaucoup vont courir encore les rues de Kinshasa, beaucoup vont courir les rues de l'Europe, beaucoup vont courir les rues de nos provinces. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas pris, ils ne vont pas être soumis à ce même exercice-là. S'il faut attendre que la justice d'elle-même interpelle un ou deux, alors qu'en une seule fois, on peut interpeller une dizaine, il faut faire le choix. Et le choix, c'est d'aller effectivement vers cette justice transitionnelle. Voilà. Pensez-vous que la solution reste interne et surtout politique? Déjà, il faut dire que la question de la sécurité, c'est la question de la population. Et c'est même sur ce point-là que l'on parle de souveraineté. Parce que la souveraineté implique également la notion de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Je suis de ceux qui pensent, et je l'ai dit plusieurs fois, que notre question de sécurité devait d'abord être gérée par nous. Et les constituants originaires que nous sommes, peuple, avons accepté de pencher sur la question dans notre constitution. Voilà pourquoi nous avons tablé sur la question du Conseil supérieur de la défense, qui devait tabler sur toutes les mesures et toutes les questions urgentes en rapport avec la sécurité. Mais aujourd'hui, si nous devons nous remettre en cause, douter que nous ne serons pas en mesure de ramener la paix, ça veut dire que nous ignorons les efforts commis depuis le plus récent d'elle, c'est en 2013. Lorsque l'armée congolaise, en elle seule, a pris le courage de défenestrer les agresseurs du M23. Ils les ont obligés à déposer les armes et pour la plupart à faire la prison. Ces pratiques-là, cette même technique-là, nous pouvons le refaire. Parce que moi, je l'ai dit, je crois que dans mon armée, j'ai des valeureux. J'ai de Mamadou Ndala bis, j'ai de Baouma bis, j'ai de Mbouzama bis. La grande problématique, c'est que est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont mis à contribution? Parce que nous l'avons vu plusieurs fois, et les anonymes l'ont dit, nous voulons aller, on demande de replier. Nous voulons attaquer, on demande de baisser pavillon. C'est ça le grand problème. Donc moi, je pense que si aujourd'hui nous devons tabler sur la question de la sécurité, c'est effectivement croire en notre armée. Et cela passerait par 3 étapes. Premièrement, la réforme. Nous devons réformer notre armée, en commençant par les structures de base jusqu'à la chaîne de commandement au plus haut niveau. Deuxièmement, nous devons tabler sur la formation. La formation, pas seulement pour les Tchikata, parce qu'ils doivent sécuriser la première institution du pays, mais la formation pour tous les éléments de force, des armées et de sécurité de notre pays. Troisièmement, mettre de moyens, parce que les moyens impliquent les matériels, les moyens impliquent l'information, et les moyens impliquent la tactique. Parce qu'avec beaucoup de moyens, vous allez avoir de bons tacticiens. Là, ce sont des solutions militaires. Non, mais c'est pour répondre à l'idée ou à la déclaration d'un membre du Conseil de sécurité qui affirme que la question de la sécurité doit être résolue par nous-mêmes. Et je l'ai dit, nous sommes à même de résoudre cette problématique. Mais avant, il faut passer par ces 3 étapes. Quelle est votre opinion en rapport avec le boycott du cessez-le-feu par les M23? Déjà, il faut dire que c'était hasardeux, pour ne pas dire trop risqué de croire que ces éléments allaient bien évidemment obtempérer. Vous allez vous en souvenir, vous êtes journaliste, que nous avons eu 3 Nairobi. Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3. De ces 3 Nairobi, il y a eu de feuilles déroutées des déclarations. Toutes ces déclarations abondaient sur le même sens. Retrait de position occupée, et c'est l'effet. Il n'obtempéra aucune de 3. Nous avons quitté Nairobi, nous sommes allés à Luanda. Luanda 1, Luanda 2. De ces communiqués, de ces déclarations finales, même déclaration. Cesser les faits immédiats, quitter l'opposition. Ils n'ont pas obtempéré pour la énième fois. Et plus encore, les médiateurs, je cite M. Lorenzo, ancien président de l'Angola, a échangé avec ces rebelles et a réitéré la même résolution. Ils n'ont pas obtempéré. M. Macron est venu.
il a il a adhéré à l'idée, il a soutenu la position. Ils n'ont pas obtempéré. C'est pour dire que pour eux, la seule voie attitrée pour échanger, c'est de nous violenter, c'est de nous tuer. Et face à cette position, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous n'avons plus droit à l'acceptation ou à la croyance. Parce que nous avons cru en eux. 3 fois à Nairobi, 2 fois à Luanda, et puis par 2 interlocuteurs, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas obtempéré. Donc il faille que nous nous préparions à faire la guerre. Ça, c'est mon opinion à moi. Pourquoi faire la guerre? Parce qu'un rebelle, un terroriste, n'écoute que le son des armes. Et pourtant, le président de la République n'en veut pas. Mais c'est là même la contradiction. Lorsqu'il dit qu'il n'en veut pas, il veut d'une solution pacifique, il veut d'une diplomatie abusivement appelée agissante. Et cette diplomatie ne produit pas de fruits. Que devons-nous croire? Que devons-nous dire? Est-ce c'est parce que l'on sait que ça ne produira pas, que l'on le dit à qui veut l'entendre, ou c'est parce que l'on veut nous faire perdre du temps? Et plus encore, devant Macron, il vous dit, nous avons décidé de suspendre tous les projets pour envoyer l'argent à l'Est. Pourquoi? Seulement pour riposter ou pour faire la guerre? Parce que si l'on sacrifie tous les projets, moi je pense que c'est pour faire la guerre. Et si nous devons faire la guerre, nous n'aurons même pas besoin de 5 jours pour récupérer nos sites. Cette expérience, nous l'avons déjà vécue. Paix à son âme, le général Kaïmi Delphin n'a eu besoin que de 4 jours pour récupérer Goma et toutes ces cités environnantes, jadis occupées par les rebelles. 4 jours seulement a suffi pour récupérer. Et aujourd'hui, avec une simple déclaration, qui ne prendra même pas 30 minutes de lecture pour Mme Salama, et qui ne prendra même pas 20 heures d'examen à l'Assemblée nationale, nous irons vers cette guerre et nous allons récupérer nos territoires. Pourquoi? Pendant que certains maires à l'Est, il y a certains qui sont dans des bistrots, en train de boire, est-ce que là, une attitude responsable pour un État jadis en guerre? C'est ça la grande question. Pour un État en guerre, vous êtes heureux de vous déplacer. Alors que vos populations sont meurtries chaque jour. Alors qu'avec la situation d'état de guerre, beaucoup de possibilités vont être données à nos compatriotes d'être beaucoup plus éveillés. Et j'encourage, j'ai appris hier qu'effectivement le gouverneur militaire du Nord Kivu vient de répondre les commandements de toutes les opérations. Parce que je l'ai dit, c'était hasardeux que l'on puisse le mettre là comme gouverneur échantillon et que d'autres personnes commandent des opérations. S'il a été envoyé là, c'est pour la sécurité. Et là, il faut encore rappeler à ceux de l'Union sacrée qui nous écoutent, les mauvais et les méchants de tous les temps d'ailleurs, et que lorsque l'on prenait l'état de siège, comme décision, nous avons nos territoires. Bunagana a été géré par un secrétaire congolais. Rutshuru a été géré par un athée congolais. Mais lorsque l'état de siège arrive, nos cités sont conquises. Est-ce l'état de siège a réussi ou elle a échoué? Si elle a réussi, il faudrait que l'on le prouve. Pas en affirmant comme le citoyen Antoine que l'état de siège a permis de collecter des moyens. Ce n'était pas l'objectif de l'état de siège, des moyens. L'état de siège avait pour mission la paix. Mais si ça a échoué, il faut passer vers une réqualification ou un retrait pur et simple. Si on doit réqualifier, la seule possibilité qui nous reste, c'est d'aller vers la guerre. Et c'est l'état de guerre qui doit être prononcé. Maître Jonathan, que pensez-vous de l'arrivée des troupes angolaises sur les sols congolais? Une fois de plus, c'est un insulte. Un insulte vers la nation congolaise. Pourquoi? Parce que j'ai pas imaginé voir ça arriver depuis 2010. Je n'ai pas imaginé parce que je crois que vous allez vous rappeler aussi que les citoyens Kamera a quitté M. Kabila parce qu'il aurait appris que M. Kabila aurait permis à l'armée angolaise et rwandaise, ougandaise et rwandaise d'entrer au Congo. Il a démissionné comme président de l'Assemblée nationale et a quitté la famille politique de M. Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons même l'armée d'une nation qui n'a que 2 ans comme nation, le Soudan du Sud, mais qui vient prétendument pour aider les Congolais. Nous avons l'armée ougandaise, burundaise, soudanaise, tout. Mais depuis qu'ils sont au Congo, aucune d'entre ces armées n'a déjà tiré ne serait-ce que 3 balles réelles. Et même lorsque l'armée angolaise arrive, il vous dit qu'ils ne sont pas venus pour combattre. Ils sont venus pour suivre l'exécution de tout ce qui a été pris comme résolution. Mais dites-moi un peu, comment vous allez saturer votre terre de plusieurs armées de vos États voisins qui en réalité en veulent à vos terres? Parce qu'il faut le dire, les passés sombres de Kayemba ne nous obligera pas à accepter de manière facile les Angolais. Parce qu'ils en veulent d'après notre terre, la cité de Kayemba. Et le Rwanda, le Burundi, tous nous connaissons également leur convoitise envers nos sols et nos sous-sols.
Donc aujourd'hui, accepter de voir venir plusieurs armées étrangères sur notre territoire, c'est d'abord une insulte contre la souveraineté de notre pays. C'est aussi un aveu de faiblesse de la part de la gouvernance actuelle. Parce qu'avec celle de notre armée, nous pouvons bien finir la guerre. Et je l'ai dit parce que les statistiques sont là. Nous avons une armée qui avoisine plus de 120 000 hommes, alors que l'armée rwandaise dans son ensemble compte 8 000 hommes. Et nous avons la garde républicaine qui a plus de 30 000 hommes. Nous avons les sécurités dévolues à chacune des autorités du pays, tant civiles que militaires, qui dans l'ensemble réunit avoisine plus de 4 000 hommes. Donc si nous devons faire la guerre, nous avons assez d'hommes pour faire la guerre. Nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure. Et plus encore, pas besoin de l'aide de ceux qui en veulent à nos terres. Parce qu'aujourd'hui, M. Lutundula n'est pas en mesure, M. Sama n'est pas en mesure de nous dire combien nous coûtera ou combien nous coûtent déjà toutes ces interventions. Toutes ces interventions qui en réalité ne produisent aucun fruit. Parce qu'il faut le dire, nous avons la MONUSCO ici, mais nous sommes en insécurité. Nous avons la MONUSCO ici, mais nos terres sont occupées. Et maintenant que nous avons plus de 6 armées étrangères sur notre sol, les cités congolaises demeurent occupées. Est-ce que nous avons eu raison? Est-ce que nous avons eu tort d'adjuger sur cette opinion-là? Je pense que la gouvernance tâtonnante de la République démocratique du Congo actuellement nécessite de nous plonger vers les erreurs. Selon les représentants du Gabon aux Nations Unies, les rapports d'experts disent que 80% des armes aux mains des groupes armés proviennent des FARDC. C'est un problème qu'il faut régler. Votre commentaire? Déjà, il faut dire que cette thèse est en contradiction totale avec la thèse produite par l'armée de la RDC. Parce que l'armée de la RDC, pour plusieurs zones récupérées, il semblerait que les munitions trouvées là-bas sont des munitions qui porteraient des emblèmes et des impacts de l'armée rwandaise. Mais aussi, il faut dire que lorsque des pareilles thèses arrivent, c'est pour soutenir l'opinion que nous avons émise depuis maintenant plus de 3 ans. Vous allez vous rappeler qu'en 2019, lorsque le président Martin sortait le plan de sortie des crises, il avait également dit qu'il fallait changer la chaîne de commandement. Parce que dans la chaîne de commandement, plusieurs sont plus centrés dans les affaires que dans la question sécuritaire. Donc il faille les déplacer pour mettre ceux qui n'ont rien à voir avec les terroirs, ceux qui n'ont rien à voir avec les lieux, pour éventuellement prétendre avoir la paix. Parce que ceux qui sont là, à défaut de nous amener la paix, ils entrent dans les affaires. Et dans les affaires, tout est commerciable. On peut commercialiser les armes de guerre, on peut commercialiser les minerais. Donc nous ne sommes pas surpris de cette thèse, mais que cela vient d'un État voisin, membre du Conseil de sécurité soit-il. C'est d'abord une interpellation pour la gouvernance de Kinshasa et surtout pour l'appareil sécuritaire. Processus électoral. Corneille Nangaa juge Denis Kadima-Damater et estime que toutes ces statistiques d'enrôlés sont fausses. Votre analyse? Déjà, il faut dire que cette thèse de Nangaa père semble nous rejoindre, parce que moi je l'ai toujours dit, Nangaa Junior, c'est le plus grand des amateurs que nous ayons reçu comme responsable d'une institution. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui s'est dit être professionnel vous produit une carte de lecteur avec de fausseté. La province de la Mongola n'a jamais existé au Congo, nous avons une province de la Mongala. Et cette erreur demeure, et on ne veut pas les corriger. Ça veut dire que c'est dans sa façon de faire, en fait. Mais aussi par rapport aux statistiques. Déjà, à plus de 3 semaines de l'enrôlement pour le premier air opérationnel, l'on nous a dit que pour la ville de Kinshasa seulement, on était à 450 millions d'enrôlés. Alors que la ville de Kinshasa attendait à près de 6 millions sur les 16 millions que devait compter l'ensemble de ces 10 provinces pilotes de la première air opérationnelle. Donc aujourd'hui, dire que nous avons enrôlé plus de 75% de personnes, cela relève d'une fausseté. Mais pour nous prouver les contraires, moi je l'ai dit, je l'ai demandé à plusieurs reprises, M. Nangaa Junior devait nous présenter les statistiques de la ville de Kinshasa en commençant commune par commune. Dire par exemple que dans la commune de Bandalungwa, j'avais 17 centres d'enrôlement, chacune d'elles a enrôlé 300 personnes par exemple. Mais s'il ne les fait pas, nous sommes à même de dire que ces statistiques sont fausses parce qu'elles sont faites sur pied d'aucun soubassement net et vraisemblablement explicable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup appris des statistiques. Lorsqu'on vous dit qu'on tue à l'est de la République, on ne vous donne pas des chiffres, mais les rapports au mapping viennent donner des chiffres exacts. On parle depuis de 10 millions de morts. Donc nous aimerions que M. Nangaa Junior embrasse également cette possibilité-là pour nous donner de manière détaillée les quotas de ces enrôlés qu'il a eu à faire. Parce que celui qui tient cette opinion-là fut membre de cette même centrale. Donc il connaît les réalités de là. Donc ces opinions doivent être prises avec beaucoup de considération. Je crois que vous avez aussi suivi la réplique. Oui, mais la réplique qui la tient, ce sont ceux qui sont le fruit d'un débauchage, les fruits de l'inconstance politique. Parce qu'il faut également dire que M. Manara, qui a opiné contre M. Nangaa père,
est lui-même le fruit des élections organisées par Nangapère. Donc il ne peut pas à ce jour boycotter la personne qui organise des élections pour lesquelles lui a bénéficié d'un mandat. C'est carrément faux. Et lorsqu'il parle d'une compétition, est-ce que M. Kadima a fait face à une compétition? C'était de la dictature politique. Pour une première fois, j'ai vu le président de la République, monsieur qui détient l'impérium du pouvoir, d'après lui, opiner sur la question de l'organisation des élections et soutenir une candidature. Et plus encore, cette candidature devait émaner de la société civile. Mais un politique, comme la première institution du pays, a opiné pour cette candidature-là. Et vous allez me dire que là, il y a une compétition? J'ai dit non. Et s'il faut aller encore plus, on parle de l'amateurisme. Mais dans ces bureaux-là, n'avez-vous pas vu la correspondante de Mme Seya qui parlait de l'empiètement de ses compétences pour M. Nanga Junior? Donc, vous comprenez qu'il y a un souci. Donc, ceux qui opinent, non seulement qu'ils ne sont pas modèles, et même ceux qui répliquent ne sont-ils pas non plus de modèles pour nous? D'aucuns estiment que nous allons droit vers un glissement qui passera obligatoirement par un dialogue. Eh bien, ces personnes-là ne lisent pas de manière méticulée la Constitution de notre République. Parce que la Constitution que moi j'ai dans mon bureau, la Constitution que j'ai dans mon iPhone, est claire. Lorsqu'il n'y a pas élection, les peuples congolais devraient se prendre en charge. Et ceux qui pensent que le dialogue doit être obligatoire pour légitimer une personne, ils se trompent de cible. Parce que cette population qui, à son temps, avait accepté que M. Tchibala participe à ces dialogues, n'acceptera pas qu'aujourd'hui, ces leaders puissent entrer dans ces dialogues. Parce que nous sommes de ceux qui pensent que l'on ne peut pas donner des béquilles à des handicaps. Un handicapé, il faut le laisser dans son handicap politique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on arrive au pouvoir, le premier des réflexes est préparer sa réélection ou son échec. Mais lorsqu'on n'est pas en mesure d'établir la paix pour l'ensemble du territoire national et qu'on pense se craponner à un glissement ou à un dialogue, cette opinion-là ne nous concerne pas, nous, de la Mouka. Cette opinion-là ne concerne pas le peuple congolais. Parce que le peuple congolais veut avoir des élections dans les délais constitutionnels. Faute de quoi, le peuple va devoir se déterminer en utilisant et en actionnant l'article 64. Dépréciation de la monnaie locale, pour Augustin Kabouya, cela est dû à la situation sécuritaire, la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Votre commentaire? Mais déjà, il faut dire à M. Kabouya qu'il ne connaît pas Kerama pour plusieurs millions de dollars. Hein. Ça, il faut le dire, parce que j'ai suivi également son interview. Et avec un ton arrogant, avec des attitudes et des postures peu élégantes envers les journalistes. Narré tout ce qu'il a narré. Mais il faudra rappeler à M. Kabouya que son parti a une dénomination qu'on appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est dans l'unité, en marchant dans la démocratie, que l'on tend vers le progrès social. Des gens dans l'unité, nous retrouvons la division. Parce qu'il y a 4 IDPS aujourd'hui. 4. La démocratie qui ne vit pas. Manix Yena tout à l'heure aujourd'hui 49 jours. Depuis qu'il avait été kidnappé par les services de sécurité. Junior Kole a passé plus de 30 jours dans les services. Jean Bosco Pouna, Alain qu'on a arrêté pour dire que Dongera Topé Misayo. Vous comprenez un peu qu'il y a un souci de démocratie d'abord. La liberté d'expression aujourd'hui est presque muselée. Qui de l'opposition? Quels sont ces membres de l'opposition qui prend part de manière active dans des émissions politiques diffusées à la RTNC? Là, je m'adresse à M. Voto. C'est déjà là un problème. Et s'il faut aller encore plus loin, le progrès qui doit aller dans le social. Lorsque le socialisme arrivait en fin 17e, 18e siècle, ils avaient principalement deux missions. Tabler sur le protectionnisme de l'emploi. Ça veut dire nous créons des emplois et nous la protégeons. Aujourd'hui, M. Kabouya peut nous dire, grâce à leur gouvernance, quels sont les emplois qui ont été créés? Oui, ils ont multiplié les postes à la présidence, nous sommes d'accord, pour que tous les compagnons abusivement dits d'élite puissent se retrouver, nous sommes très d'accord avec eux. Mais les Congolais lambda, il a trouvé du boulot où? Ils ont trouvé Congo Airways. Aujourd'hui, ils sont en train d'asphyxier Congo Airways, qui est presque mourant. Ils ont trouvé Transco, aujourd'hui, qui peine à se relever, avec de 800 pannes qui ne savent pas réparer. Ils ont trouvé New Transkin dans la ville de Kinshasa, qui aujourd'hui ne fonctionne presque plus. Ils ont trouvé ne serait-ce un peu d'harmonie dans les traitements des agents, principalement de corps médical au Congo. Aujourd'hui, les médecins sont en grève. Il y a un sérieux souci d'abord d'effectivité et de la mise en place de cette incise qu'on appelle progrès social. Donc si aujourd'hui ils doivent dire que c'est parce que la situation sécuritaire nous l'impose, je dirais carrément qu'il n'a pas raison. Il n'a pas raison de dire ça. Et lorsque l'on arrive au pouvoir, c'est pour mettre en place des politiques publiques
qui permettra à la nation de se retrouver dans votre gouvernance. Aujourd'hui, est-ce que M. Kabouy aura le courage de nous dire quelles sont ces politiques publiques mises en place pour permettre à la nation congolaise de vivre une situation sociale beaucoup plus aisée que ce que nous avons vécu en 2018 lorsqu'ils arrivaient au pouvoir? Si vous faites ça, déjà la question. Mais si leur arrivée au pouvoir égale à leur avant-pouvoir, ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas de politique publique en même d'aider la nation à aller de l'avant. Donc moi, je pense que si aujourd'hui le social des Congolais est détérioré, c'est parce qu'en réalité, les ressources intellectuelles posent problème dans l'Union sacrée pour mettre en place des politiques publiques et qui vont être adoptées, pour lesquelles on mettra de moyens pour subvenir à la situation sociale de la population. Aujourd'hui, par exemple, au Katanga, les farines de manioc, de maïs plutôt, qui quittent de 40 000 à 60 000 francs. Pourquoi? Parce que, effectivement, la politique publique n'est pas mise en place. Parce que cette unique province-là a un budget de 4 milliards de dollars. 4 milliards, c'est parmi les provinces les plus nanties. Mais avec un budget de 4 milliards de dollars, vous n'êtes pas en mesure de mettre en place des politiques publiques pour permettre à votre population d'avoir les maïs à des prix beaucoup plus acceptables. C'est déjà un souci. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, M. Kabouy a manqué de modestie. La modestie serait d'avouer qu'effectivement, nous avons échoué. Parce que leur échec n'est même pas à débat, parce que nous la vivons chaque jour, nous les constatons chaque jour, et nous pensons que le peuple congolais, qui de cœur avec nous, ont effectivement compris que ces gens avaient tout sauf le profil d'être dans la gouvernance. Pour finir, Maître Jonathan Mbouélé, loi Tiani, il plante devant la justice américaine contre les citoyens américains, Noël Tiani, pour violation des fondements de démocratie. Déjà, il faut dire que M. Tiani, moi je l'ai toujours dit, sa loi a été séparatiste. Sa loi a été ségrégationniste parce que aujourd'hui, l'on envisage l'unité pour aller vers un développement. Il est vrai que chacun peut avoir des choix beaucoup plus malencontreux, mais il ne faut pas l'accepter et non plus la critiquer. Il faut plutôt cerner le pourquoi de ces choix-là. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, M. Katumbi est un citoyen congolais. S'il pense qu'il va compétir pour les élections, il faudrait que l'on attende le moment venu qu'il dépose ou qu'il pose candidature, et c'est à la CENI de juger si sa candidature est recevable ou pas. Là, c'est de un. De deux, M. Tiani, il semblerait encore il y a plusieurs années, une dame s'était plainte contre lui. Donc vous comprenez qu'en réalité, il n'est pas trop modèle. Il n'est pas trop modèle du point de vue exemplarité. Et aujourd'hui, si ces plaintes-là s'avèrent vraies, parce qu'il faut la prendre au conditionnel, et que c'est un citoyen américain, il faut déjà dire à M. Tiani qu'il n'avait même pas le droit de postuler au Congo. Parce que moi, j'ai vu des gens dont les candidatures ont été débarquées et parce qu'ils détenaient une double nationalité. Il y en a plusieurs. Je ne citerai pas les noms ici, mais les rapports sont là pour plusieurs Congolais, et plusieurs étrangers qui voulaient se faire passer pour Congolais pour postuler. Et si M. Tiani est réellement pas Congolais et qu'il s'est fait passer pour un Congolais, ça veut dire que la justice congolaise d'abord devait se saisir de fait, avant même que la justice de son pays d'attache, qui est les États-Unis, telle qu'il est nargué par ses plaignants. Donc moi je pense que M. Tiani devait plutôt nous aider du point de vue social, parce qu'il a un plan qui peut véritablement être salutaire pour la nation, le plan Marshall. Pour ceux qui l'ont lu, et comme moi, je pense que ces plans-là, si on accepte de le mettre en pratique, la nation congolaise vivra mieux qu'elle le vit aujourd'hui, parce que les différents champs d'action et même les techniques de gestion efficaces telles que proposées dans le plan Marshall pourra faciliter l'émergence du Congo. Mais lorsque l'on pense comme scientifique qu'il faut plutôt aller vers les ségrégationnistes, les séparatismes, ça veut dire qu'on a perdu les repères d'un bon scientifique, on a perdu les repères d'une personne plutôt civilisée qui veut aller vers un développement. Donc moi, je pense que pour cette session, tout député consciencieux, tout député valeureux ne votera pas pour cette loi, pour plusieurs raisons. Parce que s'il faudrait l'accepter par le vote, ça veut dire qu'en réalité, nous acceptons de devenir un État séparatiste. Donc la notion de naturaliser, la notion de parler père, tout ça va tomber parce que nous avons décidé de limiter les compétences de personnes. Aujourd'hui, c'est des pères et des mères qui tuent la nation. La première institution du pays aujourd'hui qui nous dirige, on parle de pères et de mères, mais est-ce qu'ils dirigent bien? Est-ce qu'ils gouvernent bien la nation?
Est-ce qu'il a à même de résoudre la question sécuritaire? Est-ce qu'il a à même de nous donner de quoi manger? Est-ce qu'il a à même de nous donner de travail? J'ai dit non. Et si quelqu'un qui n'a que pour père congolais, mais n'a que pour mère congolais, plutôt nous a permis de mettre fin à un mouvement rebelle. Je cite le mouvement Madundala. Pourtant, nous ne devons pas l'accepter, nous ne devons pas le permettre d'être général dans l'armée. J'ai dit non. Donc moi, je pense qu'il faut aider la nation à se développer, en les pas se devoir reculer. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. C'était Face à la caméra. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grande était ma joie et je pense que ce ne sera pas la dernière.